pour la ville de Saint-Chamond. Gabriel de Percave pour la ville de Saint-Étienne, qui est aussi conseiller régional. Pascal Arrigui pour la ville de Savigneux. Norbert Tizy, Montbrison. Julie Zaccanini, Le Coteau. Frédéric Batti, la ville d'Unieux. Et enfin, Sarah Brosset, qui nous reçoit ce soir pour la ville de Roanne. Et je lui laisse la parole. Chers adhérents, chers colistiers et chers sympathisants, quand j'ai décidé de conduire la liste du Rassemblement Bleu Marine à Roanne avec le soutien du Front National, j'étais loin d'imaginer que je serais ici avec vous ce soir pour recevoir Marion Maréchal Le Pen, notre députée. Mais tout ceci a été possible grâce à l'immense travail que nous avons accompli ensemble. La très grande majorité des personnes rencontrées nous soutiennent et nous promettent leur vote. Alors quel meilleur encouragement pour continuer encore et encore à nous battre pour un meilleur avenir. Les Rouennais sont déçus par 2 mandats précédents et il est de notre devoir de leur offrir une autre voie pour que Roanne retrouve son attractivité passée. La bataille va être difficile, mais pas impossible. Car ils ont commencé par nous ignorer. Ensuite, ils nous ont raillés. Maintenant, ils nous combattent. Et à la fin, nous gagnerons. C'est sur ces mots que je vous présente tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Qu'elle soit riche d'espoir et de progrès pour tous. Je vous remercie de tout cœur pour votre soutien. Et maintenant, je repasse la parole à Sophie. Merci Sarah. On ne la présente plus. Elle est partout, à Paris, dans le Vaucluse, dans les médias, à la télévision et jusque dans la Loire, ici, à Roanne, place de l'Hôtel de Ville, tout un symbole pour nos municipales. Sa jeunesse, son dynamisme, ses qualités de débatteur, son physique, sa réussite, son nom, qui depuis 50 ans fait vibrer le cœur des patriotes. Oui, tout cela lui vaut ce succès populaire qu'elle rencontre en toute occasion. Et que ce soir, nous allons confirmer avec une ovation. Oui, nous sommes fiers d'accueillir la plus jeune députée de l'histoire de la République française, la petite fille de Jean-Marie, la nièce de Marie, digne héritière d'égalité familiale. Je vous remercie d'accueillir Marion Maréchal Le Pen. Bonjour à tous, merci pour cet accueil. Je me suis presque prise pour Lady Gaga quelques instants. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Il faut que j'en profite parce que il est vrai que je désespère un peu de garder la ligne avec ce mandat. Et l'ensemble de mes collègues ventripotents ne me rassure pas de ce point de vue-là, puisque c'est vrai que l'hygiène de vie, j'ai l'impression d'avoir passé la moitié de mon travail à boire et à manger. C'est terrible. Donc il faut en profiter. Merci beaucoup d'être venus si nombreux aujourd'hui. Je suis absolument ravie de venir dans la Loire soutenir nos candidats. J'ai le grand plaisir à voir que beaucoup d'entre eux sont jeunes, certains sont des femmes. Cela fait plaisir de voir que le Front National, contrairement à ce qui est répété trop souvent, est parfaitement apte à amener à lui non seulement des jeunes, mais également des jeunes femmes tout à fait compétentes. Vous avez la chance d'avoir 8 listes aujourd'hui dans votre département, contre 0 aux dernières élections municipales, donc d'ores et déjà, le Front National fait preuve de succès et de mérite dans ces élections, qui sont une échéance extrêmement importante pour notre mouvement,
J'en veux pour preuve d'ailleurs le fait que le gouvernement s'inquiète, s'énerve un petit peu et envoie M. Valls faire des tournées aux frais du contribuable, évidemment de façon totalement désintéressée, dans des villes totalement anodines d'ailleurs, comme Forbach, Hénin-Beaumont, Carpentras. Évidemment, ça n'a strictement rien à voir avec un quelconque potentiel du Front National, hein. Je n'aurais pas l'esprit si mal placé. Il vient d'ailleurs profiter de ces déplacements pour nous expliquer, comme M. Hérault d'ailleurs le faisait il y a quelques semaines au sujet du chômage, que tout allait bien dans le meilleur des mondes, que sa politique marchait, fonctionnait parfaitement, que les chiffres de l'insécurité étaient en baisse et que la politique socialiste du gouvernement était un parfait succès. Alors je ne sais pas s'ils sont totalement aveugles ou s'ils nous prennent pour des idiots, mais dans l'un ou l'autre cas, la vérité est que malheureusement, que ce soit d'ailleurs dans ce domaine-là ou ailleurs, les résultats du gouvernement ne sont pas au rendez-vous. Vous l'aurez constaté. C'est si vrai d'ailleurs que ce gouvernement n'a de cesse, depuis qu'il est au pouvoir, de jouer de diversion en diversion. Alors quand ça n'est pas la quenelle de Dieudonné, c'est la légalisation des salles de shoot ou la libéralisation du cannabis, et puis après c'est l'affaire Leonalda, le mariage homosexuel et un certain nombre de sujets qui bien évidemment ne sont pas au cœur des préoccupations des Français, mais dans lesquels ils se délectent à s'enfoncer, parce que ainsi ça permet de ne pas parler de leurs résultats. On a eu d'ailleurs il y a quelques semaines de cela également un extraordinaire mise en scène où c'était le retour du climat nauséabond du racisme en France. La montée, le fascisme était à nouveau à nos portes. On cherchait une fois de plus à culpabiliser les compatriotes français sur un pseudo-racisme culturel qui serait intrinsèquement lié à notre pays et contre lequel il faudrait lutter coûte que coûte. Alors il n'y a qu'un malheur, et ça n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est l'Observatoire des droits de l'homme qui relevait qu'en France, il y a environ 1500 actes racistes par an, dont 200 violents, alors qu'en parallèle, il y a en France 200 viols toutes les 24 heures. C'est vous dire le deux poids, deux mesures dans lesquels nous vivons dans ce pays. Alors après, bien évidemment, ça permet d'aller manger des petits fours entre amis et entre artistes qui vont vous donner des concerts gratuits afin de lutter contre ce fléau en France qu'est le racisme, dont on parle évidemment de façon totalement disproportionnée pour culpabiliser nos compatriotes, pour les culpabiliser parce que ils sont légitimement en colère. Les derniers, grandes manifestations, les dernières révoltes, même dans certains territoires avec les bonnets rouges, les tas de fumier que j'ai eu le plaisir d'apprécier devant le bureau de l'Assemblée nationale il y a quelques jours de cela, révèlent cette colère, et donc pour la contenir, eh bien, il faut expliquer aux Français que de toute façon ils n'ont pas le droit de se plaindre parce que finalement ils auraient de quoi ne pas être fiers d'eux. Alors évidemment, moi je dément formellement cela, et je crois que cette politique n'est pas anodine. Elle a pour objectif de nous faire taire sur un certain nombre de sujets graves, sur un certain nombre de choix politiques de l'UMP hier et du PS aujourd'hui. Je pense notamment en matière migratoire, puisque M. Valls a beau faire jouer les gros bras, jouer les durs, brandir le mot République et le mot démocratie à la moindre de ses interventions télévisées. La vérité, c'est qu'il mène exactement la même politique d'immigration que son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle les chiffres: 200 000 entrées légales par an, 100 000 naturalisations par an, personnes qui obtiennent la nationalité française, une augmentation d'ailleurs des régularisations. Une des premières choses qu'il a faites en arrivant au pouvoir est de dépénaliser l'entrée du séjour irrégulier en France. Ils ont également totalement libéralisé l'ouverture de l'aide médicale d'État. Vous savez, cette aide qui prend en charge à 100% les soins des clandestins dans ce pays. Parce qu'avant, il y avait un droit d'entrée de 30 € qui était dérisoire, d'ailleurs la plupart du temps payé par les associations, qui a été totalement supprimé. Ils sont allés encore plus loin dernièrement, puisqu'ils veulent maintenant régulariser quasi automatiquement toutes les femmes qui seraient dans une situation de prostitution. On va donc créer maintenant des filières de Mac passeurs dans ce pays. Et encore hier, j'assistais à un nouvel amendement du Parti Socialiste qui voulait aller encore plus loin
dans leur pseudo-politique humaniste, puisque vous savez que dans un certain nombre de cas, dans les cas de violence conjugale, lorsque des plaintes sont déposées, il y a maintenant un octroi automatique ou un renouvellement automatique des cartes de séjour pour les femmes en situation irrégulière, et maintenant ils voulaient supprimer les taxes et les droits de paiement de ces cartes de séjour, avec évidemment un risque de dérive majeure, pour la seule raison qu'une seule plainte suffit pour pouvoir bénéficier de cet octroi ou de ce renouvellement, et donc de l'exonération de ces taxes, ce que j'ai voulu bien évidemment relever, qui m'a été reproché, je ne saurais vous dire en quels termes, tant ils étaient discourtois, mais la vérité c'est que nous sommes les seuls au Front National à avoir le courage de dénoncer une politique migratoire totalement folle, extrêmement coûteuse, qui crée un phénomène non seulement économique, puisque aujourd'hui nous déplorons cette immigration incontrôlée pour différentes raisons. La première, c'est ses conséquences économiques. Pour un phénomène qui est tout à fait simple, c'est que d'un côté c'est la conjonction de deux choses. Si d'un côté vous importez massivement une immigration à bas niveau socio-professionnel, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque l'immigration professionnelle en France c'est 10%. Donc l'ensemble, la majorité de l'immigration telle qu'elle existe aujourd'hui, 60% est une immigration professionnelle au titre de regroupement familial. Donc si vous conjuguez l'importation massive, et souvent parfois incontrôlée d'ailleurs à travers les clandestins, d'une immigration à bas niveau socio-professionnel, et que dans le même temps vous avez un phénomène de désindustrialisation avancée du pays et de mort à petit feu de l'agriculture, en tout cas de mutation de l'agriculture, qui fait que finalement vous importez une main d'œuvre alors qu'en parallèle vous n'avez plus ou de moins en moins les emplois correspondant aux qualifications de cette main d'œuvre, et donc vous privez donc cette main d'œuvre des moyens de subvenir aux besoins, à ses besoins dans ce pays. Évidemment, les conséquences sont une augmentation mécanique du chômage. Alors évidemment, fort heureusement, tous les immigrés ne sont pas au chômage, une partie d'entre eux travaillent, cotisent, bien évidemment, ne tombons pas dans la caricature, mais ça n'est pas moi qui le dis, c'est notre classe politique, lorsqu'il se penche sur les quartiers sensibles ou sur les Français d'origine immigrée ou sur les étrangers, il constate que le taux de chômage est 2 à 3 fois plus important. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est donc eux. Donc j'en conclus que, bien évidemment, nous ne parvenons pas, malheureusement pour un certain nombre de raisons, à permettre à ces Français ou à ces étrangers de subvenir à leurs besoins. Alors la vérité, c'est que la raison n'est pas humaniste. Contrairement à ce qu'on nous répète trop souvent, elle n'est pas morale, elle n'est pas de bon cœur, puisque c'est un peu comme en politique internationale, bien souvent on se cache derrière les droits de l'homme pour justifier ses politiques, ses actions, ses interventions. Je ne crois pas du tout à cela. Je crois que la motivation, elle est en premier lieu économique. Puisque aujourd'hui, vous savez, notre monnaie est un euro trop fort qui pèse sur nos importations et que nous n'avons pas moyen de dévaluer, puisque cette monnaie est commune à l'ensemble de la zone euro. Et donc pour compenser ce handicap, le seul moyen qu'ils ont trouvé, avec un certain nombre d'autres phénomènes, c'est une déflation salariale, donc la baisse générale des salaires, qui est créée mécaniquement par une tension sur le marché du travail, puisque bien évidemment, plus il y a de demandes d'emploi, plus il est difficile de trouver un travail, plus la tension se joue sur le marché du travail, et donc bien évidemment plus les salaires sont tirés à la baisse, et donc plus les marges de manœuvre pour les entreprises existent pour compenser le terrible déficit de compétitivité qui est entraîné par cet euro trop fort. Voilà la première raison qui nous amène à dénoncer cette immigration incontrôlée. Ce n'est pas pour une quelconque raison de racisme ou je ne sais quel autre argument, puisque vous savez, moi je n'ai pas une conception ethniciste de la France, aucun d'entre nous d'ailleurs, puisque en tant que patriotes, nous défendons le modèle français. C'est un modèle qui a accueilli en son sein, au sein de la communauté nationale, des peuples du monde entier. Je vous rappelle que d'ailleurs les Martiniquais ont été français avant les Niçois. C'est vous dire, nous avons cette particularité d'être un pays qui a une richesse, une composition originaire très diverse. Nous ne sommes pas un pays homogène, nous sommes composés de latins, de germains, de celtes, de basques, et à l'origine,
Nous avons des cultures, des langues, des modes de vie très différents, mais nous avons aussi des peuples partout dans le monde, puisque ça va de la Nouvelle-Calédonie à Mayotte, en passant par la Guyane, la Réunion. Donc en cela, je ne crois pas du tout que le peuple français soit raciste pour la seule et bonne raison que la composition même de son peuple ne se prête pas à cette critique. La deuxième raison de cette immigration incontrôlée, elle vaut un projet de société. Un projet de société que cette élite porte, qui est tout à fait différente d'une autre et qui a d'ailleurs été révélée de façon très choquante, très flagrante au sein du rapport sur l'intégration, dont vous avez peut-être entendu parler ces dernières semaines. Le rapport sur l'intégration dont le gouvernement nous a dit qu'il n'y était pour rien, que pas du tout, que ça n'était absolument pas son projet, qu'il était en total désaccord. Alors il n'y a qu'un malheur, c'est que ce rapport il a été commandé par le gouvernement, suivi par le gouvernement, que le choix d'ailleurs des personnes qui ont composé, qui ont élaboré ce rapport a été fait en concomitance avec le gouvernement qui a lui-même été auditionné au sein de ce rapport et dont je rappelle que M. Ayrault d'ailleurs, une fois la parution, dans un premier temps, bien sûr il s'est vite après réavisé, avait dit que le travail qui avait été fait dedans était merveilleux. Pour vous rafraîchir la mémoire, ce rapport qui disait qu'il fallait mettre fin à la politique d'assimilation républicaine, mais que maintenant il fallait considérer que finalement la vieille tradition qui veut qu'à Rome fait comme les Romains est totalement dépassée. Et ils défendent dans ce projet, dans ce rapport, un projet de société qui est celui du multiculturalisme, où finalement le seul fait d'arriver sur le territoire et d'y vivre donne le droit, sans aucune concession, de vivre selon son mode de vie, sa langue, sa culture, ses traditions, sans se plier d'aucune manière au mode de vie, aux mœurs, aux traditions et à la culture du pays d'accueil. Ça n'est pas notre conception de la France, ça n'est pas notre conception de l'assimilation républicaine en laquelle je crois. Je crois profondément parce que nous avons connu les premières générations d'immigrés qui sont venus notamment d'ailleurs pour travailler en tant qu'ouvriers agricoles ou après la guerre d'Algérie qui se sont parfaitement assimilés si tant est que le pays d'accueil exigeait d'eux un certain nombre du respect déjà, de la fierté et qu'ils donnaient surtout envie à ces populations d'être fiers d'être français. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, trop souvent, le discours politique nous discrédite, nous dénigre notre histoire, pourtant, je dois le dire, grandiose, même s'il y a pu y avoir des épisodes nuancés, des épisodes douloureux. Je me refuse que dans les écoles, on axe systématiquement l'histoire sur les parties dégradantes de l'histoire de France, souvent d'ailleurs de façon totalement idéologique. Et je crois que donc finalement ils défendent un projet de société différent de nôtre parce qu'ils ont en horreur la définition de la nation. Et la nation, c'est d'abord un peuple, et ce peuple, il s'attache aussi à des traditions, à une langue, à une culture, et donc pour faire sauter cet échelon national qui est finalement la dernière protection, la dernière résistance à cette espèce de monde globalisé, totalement libéralisé, où les frontières seraient totalement ouvertes, il faut détruire cette identité nationale. Et pour cela, il y a bien évidemment différents moyens. Le premier, on vient de le développer, c'est celui d'une immigration incontrôlée qui crée donc à terme une désassimilation. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que maintenant, plus on avance dans les générations, moins on a le sentiment qu'elles sont intégrées, que plus elles reviennent au mode de culture de leur pays d'origine, presque d'ailleurs de façon provocante. Et le plus inquiétant est que l'on assiste à des phénomènes, moi je le vois dans le Vaucluse, je vous en parle en toute liberté, de balkanisation, où on constate que maintenant coexistent sur le même territoire des communautés qui, avec leur mode de vie, leur langue, leur culture, et qui n'ont plus rien à voir en commun, si ce n'est vivre sur le même territoire. Et d'ailleurs, la conséquence directe de cela, je le vois notamment avec les jeunes, c'est que l'on voit une émergence de deux jeunesses qui se regardent en chien de faïence et qui finalement se demandent bien ce qu'elles vont pouvoir construire ensemble demain. Parfois, elles se méprisent et lorsqu'elles se rencontrent, assez rarement, mais lorsqu'elles se rencontrent à la sortie des boîtes de nuit et des bars, de manière générale, ça ne se passe pas très bien. Ce n'est pas le modèle que je veux défendre. Je crois qu'on peut tous avoir sa place si tant est que l'on on s'adapte à un destin commun. Or, malheureusement, comme je vous le disais, cette
différence de projet de société, elle vaut à cette volonté de détruire la nation, parce que la nation, je vous le répète, est le dernier rempart au tout économique, au tout libéral et au tout globalisé. Et donc pour cela, il faut créer une aversion de la nation, il faut créer une aversion pour le sentiment national, parce que cet échelon, finalement, est celui qui s'oppose à la volonté d'un certain type de patrons, d'un certain type de grands groupes, très différents d'ailleurs des TPE, PME ou des artisans qui composent l'essentiel de l'emploi français, et qui a un intérêt évident à faire en sorte que l'intégralité des frontières, et notamment économiques, s'ouvre totalement. Et c'est en cela, c'est d'ailleurs cette petite partie entre, on va dire, des patrons très spécifiques qui a l'oreille, l'écoute du politique quand ils ne sont pas clairement liés, et qui donc en cela arrivent petit à petit à entraîner une politique qui est complètement aberrante et dont on voit les désastres au jour le jour, qui fait qu'aujourd'hui un certain nombre de nos secteurs économiques sont mis en concurrence avec le monde entier. Et en cela, l'Union européenne est dans une situation totalement anecdotique, puisque l'intégralité des pays du monde font exactement l'inverse. C'est un retour des nations que l'on voit dans le monde. L'Union européenne va à contre-courant de ce phénomène, puisque dans les pays d'Amérique latine, mais je pense aussi aux États-Unis, je pense au Canada, je pense à la Russie, je pense à la Chine, à l'Inde, l'intégralité de ces pays font du protectionnisme, l'intégralité de ces pays contrôlent leurs frontières économiques et migratoires, l'intégralité de ces pays mettent à leurs frontières des taxes d'importation et des droits de douane pour protéger leur secteur économique. Pour la simple et bonne raison que, bien évidemment, alors on parle beaucoup en France de la compétitivité. J'entends beaucoup l'UMP parler de cela, et au nom de la compétitivité, il faut baisser les charges. J'entends bien sûr cela, je crois qu'il y a une vraie question d'asphyxie du taux de charge en France sur les entreprises qui est délirant, qui donne des problèmes de trésorerie, d'investissement, d'embauche. Ça, c'est une réalité, mais je ne crois pas que ce soit la question de la compétitivité. Parce que la vérité, c'est que sur un certain nombre de secteurs majoritaires, vous aurez beau baisser les charges de façon substantielle ou même les supprimer intégralement, il n'y a pas de problème, vous ne serez jamais compétitif avec la Chine ou jamais compétitif avec l'Inde, voilà, avec lesquels la distension de concurrence est absolument délirante, puisque les réglementations environnementales sont évidemment quasi inexistantes dans ces pays, pour ne pas dire inexistantes, parce que le coût du travail est évidemment dérisoire, que le droit du travail d'ailleurs est également dérisoire quand il est existant. Et pour toutes ces raisons, je ne crois pas qu'il faille réduire la compétitivité de nos entreprises à cette question des charges, parce que cela sera totalement insuffisant. Alors c'est ce qu'ils ont fait en Grèce. En Grèce, ils sont parvenus, avec la politique qu'ils ont menée, à rendre les Chinois des grandes villes, les Chinois, les Grecs plutôt, dont le salaire minimum maintenant a été abaissé à 500 €, les Grecs compétitifs avec les Chinois des grandes villes. Ce n'est pas le modèle que nous défendons. Nous ne sommes pas pour le moins-disant social à tout prix pour être compétitifs avec les Chinois des grandes villes. Ça n'est pas notre objectif, d'où notre volonté de défendre des frontières économiques intra- et extra-européennes, parce que le drame dans cette Union européenne, c'est que non seulement elle ne nous protège pas de l'extérieur, puisqu'elle n'a de cesse de baisser les charges. Je l'ai vu récemment, nos chers eurodéputés UMP-PS ont mis en place une baisse de 70% des taxes d'importation avec le Maroc, ce qui fait qu'aujourd'hui le maraîchage français est laminé, puisque aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas moyen d'être compétitif avec les fraises marocaines, par exemple. Donc non seulement cette Union européenne ne nous protège pas de l'extérieur, mais elle ne nous protège pas de l'intérieur. Parce que nous avons, de façon totalement anarchique, construit une Union européenne n'importe comment, en mettant en place une monnaie, alors même que la monnaie, en principe, devrait être l'aboutissement d'une politique d'harmonisation. Nous avons élargi l'Union européenne à 28, avec des économies qui sont structurellement totalement différentes, et le résultat immédiat que nous nous retrouvons en concurrence déloyale avec nos partenaires européens, que pourtant nous finançons à l'appel, parce que je vous rappelle que la France, c'est 7 milliards d'euros de contributions nettes versées par an à l'Union européenne, pour nous retrouver en concurrence avec les pays de l'Est. Et on l'a vu d'ailleurs dernièrement avec le débat sur la directive détachement, cette fameuse directive qui permet
à des employeurs de détacher des employés dans des pays membres qui travailleront avec le prix des charges de leur pays d'origine. Bien évidemment, les charges étant totalement différentes, le coût du travail étant totalement différent en Pologne qu'en France, il y a un certain nombre de secteurs qui grincent un peu des dents. Je pense notamment au BTP, mais pas seulement. Donc nous nous retrouvons dans une situation aberrante qui veut que cette fameuse construction européenne, dont on nous a dit qu'elle nous apporterait richesse, prospérité, emploi, nous apporte exactement l'inverse, que la zone euro c'est un échec. C'est un échec. On a beau vous dire de façon quasi incantatoire le contraire, à longueur de temps, avec des merveilleux experts et économistes sur les plateaux, la zone euro est la partie du monde où la croissance est la plus faible au monde, et ce depuis plusieurs années. Donc c'est un échec retentissant. Et face à cela, face à cet échec, l'échec de leur politique, face à leurs erreurs, c'est extraordinaire. On a une classe politique qui, au lieu de faire amende honorable et pourrait éventuellement avoir envie de réorienter cette Europe de façon radicale, utilise un peu les mêmes arguments qu'utilisaient les communistes en leur temps. C'est assez drôle d'ailleurs. Hier, on luttait contre l'hégémonie communiste, aujourd'hui on lutte contre une forme de dictature un peu européenne. Les arguments sont les mêmes. Hier, on disait du communisme, oui mais alors si le communisme ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de communisme. L'Union européenne c'est pareil. Oui, mais alors, si l'Union européenne ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Union européenne. Donc il faut aller encore plus loin dans l'intégration européenne. Intégration européenne égale fédéralisme européen, parce qu'il y a aussi des petits mots, des petits dictionnaires, il faut savoir, dans la classe politique, qui sont assez drôles. Donc quand ils parlent d'intégration, ils parlent de fédéralisme européen. Donc il faut aller encore plus loin dans la politique européenne, et pour cela, ils vous disent c'est merveilleux, on va harmoniser. Alors je vous le dis tout de suite, l'harmonisation, elle ne va pas se faire dans le sens du plus. Elle va pas se faire sur le modèle de protection sociale à la française. Elle va se faire sur le modèle du moins. Elle va se faire sur le modèle du moins parce que bien évidemment, nous avons un modèle de protection sociale qui se veut solidaire, qui se veut protéger le plus faible, qui est d'ailleurs probablement ce modèle qui nous protège des conséquences terribles de la crise en ce moment, mais qui nous coûte cher, qui entraîne un certain nombre d'impôts, il est vrai, mais ça n'est pas cela que l'on fera, ça n'est pas au niveau de la France que l'on montera, c'est bien évidemment au niveau des pays dont le modèle de protection sociale est le plus faible que l'on harmonisera. Donc dans ce cas-là, qu'ils le disent, qu'ils ne nous parlent pas d'harmonisation dans le bon sens, puisque ce sera une harmonisation dans le sens contraire. Et c'est si vrai d'ailleurs qu'on a pu le comprendre, on a pu le deviner lors de la conférence de presse du président il y a quelques jours de cela, où toute la classe médiatique s'est émerveillée du tournant social démocrate de notre cher président. Sauf qu'il n'y a qu'un malheur, c'est qu'il n'y a pas de tournant. Lui-même l'a dit d'ailleurs, il a dit je ne tourne pas, j'accélère. J'accélère sous les recommandations, pour ne pas dire les sommations de l'Union européenne. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc baisser les charges, semble-t-il, des entreprises, merveilleux, ne plus faire peser la politique familiale sur les entreprises, sauf que de l'autre côté, il ne nous explique pas comment il va financer cela. 30 milliards d'euros à trouver, il ne nous explique pas comment il va le financer. Alors je vous rassure, il ne va pas aller le financer en faisant des économies sur la politique de l'Union européenne, sur la décentralisation anarchique, sur la fraude sociale qui nous coûte 20 milliards d'euros par an, sur l'immigration en termes de coûts directs et indirects, sur la politique de l'euro, sur notre financement de la dette, puisque notre financement de la dette, juste accessoirement, la petite bagatelle de 40 milliards d'euros d'intérêts par an. La dette française, 40 milliards d'euros d'intérêts de la dette par an, que nous versons donc tous les ans, parce qu'en 1973, on a décidé que finalement la France n'avait plus le droit d'emprunter auprès de la Banque de France, mais était obligée d'emprunter sur les marchés financiers. Passons sur cette question, mais donc je vous rassure, il ne va pas faire des économies là-dessus. Ce qu'il va faire, c'est appliquer exactement la politique d'austérité qu'a déjà amorcée l'Union européenne dans un certain nombre de pays membres, bien amorcée, même avec les conséquences que l'on voit, c'est-à-dire libéraliser encore plus les services publics, les réduire de façon drastique, ça veut dire désagréger notre modèle de protection sociale, probablement d'ailleurs notre politique familiale, et ça veut dire augmenter encore les impôts. Voilà ce qu'il va faire, c'est évident, parce que sinon il ne parviendra pas à combler de toute façon le tonneau des Danaïdes dans lequel nous sommes entraînés,
puisque nous sommes dans un modèle économique qui ne crée pas de richesse. Qui ne crée pas de richesse, comme je vous le disais, parce que concurrence, parce que euro trop fort, parce que chômage de masse, et que chômeur de masse égale coût également pour la société, et parce que refus de penser la politique autrement, malgré les faits, malgré les résultats, malgré les exemples d'ailleurs extérieurs. Et donc en cela, je crois que nous avons donc un devoir d'alerter les Français, parce que nous sommes, je dois le dire, je le constate à l'Assemblée, mais vous le constatez aussi dans la vie politique, médiatique, dans une homogénéité idéologique totale. Et ceux qui sortent du rang sont immédiatement vilipendés, mais alors pas vilipendés sur le fond, parce qu'on ne va pas sur le fond des idées, mais sur la morale. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes soit un néocon, comme disait Le Point, d'ailleurs, en parlant de ceux qui défendaient le protectionnisme, il y a quelques semaines de ça, sur la une de son nom, soit réac, vous êtes réactionnaire, vous êtes ringard, quand vous n'êtes pas carrément d'extrême droite. Ça, c'est leur extraordinaire argument. De toute façon, vous êtes d'extrême droite. C'est une façon de décrédibiliser l'adversaire sur l'émotion, sans avoir à aller sur le fond des idées. Il n'y a qu'un malheur, c'est que l'extrême droite, ça répond à des définitions en sciences politiques précises. On n'est pas n'importe quoi dans l'extrême droite, sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec la personne, parce que je vous rassure, selon leurs critères, si le seul contrôle de l'immigration fait de nous des extrémistes de droite, eh bien dans ce cas, les démocrates américains auxquels appartiennent Obama sont d'extrême droite. Selon leurs critères totalement réducteurs, la vérité, c'est que l'extrême droite, ça répond à des critères précis, l'antiparlementarisme, le totalitarisme et un projet politique fondé sur la race, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de différences d'ailleurs, même entre fascisme et le nazisme, dans lequel on nous met assez facilement, qui sont des régimes politiques qui n'ont strictement rien à voir. Alors, reprenons point par point, pardonnez-moi, ne serait-ce que ces trois arguments. Alors, sur la question d'une politique qui serait menée sur la race, on en a discuté au début de mon intervention, parce que le premier statut du Front National, c'est de dire que justement, la politique que nous menons, elle est pour la France, elle est pour les Français, indépendamment de leur religion, de leur appartenance ethnique, de leur origine. Donc en cela, nous ne défendons pas un Français parce qu'il est blanc, nous défendons un Français parce qu'il a la nationalité française, si tant est qu'il la mérite, et que c'est en cela que nous faisons une distinction. La distinction, elle n'est pas sur la race ou l'origine, elle est sur